Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour la première des 2 émissions que nous consacrons au gréco-bouddhisme, ce syncrétisme culturel entre la culture hellénistique et le bouddhisme qui s'est développé à partir du IVe siècle avant notre ère. Cette multiculturalité aurait contribué à la formation du Mahayana, le bouddhisme du grand véhicule, dont les premiers témoignages apparaissent en Asie centrale et en Inde au début de l'ère chrétienne. Cette période nous fait rêver, fantasmer et a donné lieu à de multiples interprétations. Mais qu'entend-on plus exactement par gréco-bouddhisme? Qu'en est-il de la chronologie et de sa dimension géographique? Pourquoi ce sujet fascine-t-il autant? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Éric Vincent. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, journaliste, spécialisé sur le religieux, le spirituel et la laïcité, thématiques sur lesquelles vous enseignez notamment à l'Institut d'études bouddhiques et à l'Institut catholique de Lille. À Sciences Po, vous êtes responsable d'Emouna, l'Amphi des religions, un programme de formation interreligieuse et laïque. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Éric Vincent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gréco-bouddhisme ? Eh bien, comme vous l'avez dit, en fait, c'est cette hybridité entre la culture grecque antique et le bouddhisme, à son origine, en fait, puisque, comme vous le disiez, on parlait à peu près du IVe siècle avant notre ère, donc approximativement un siècle après la mort du Bouddha. Les dates sont incertaines, et c'est quelque chose qu'on va retrouver toujours sur ce sujet. C'est une difficulté, en fait, à trouver des repères précis. Et donc, en fait, il y a ce métissage culturel, religieux, philosophique, entre l'Occident antique, si on peut dire, et l'Orient antique, sachant qu'il faudrait rajouter beaucoup d'autres influences, parce que quand on dit gréco, bouddhisme, derrière le gréco, il y a aussi l'influence romaine qui va venir par la suite, et puis l'influence persane, celle de l'Asie centrale, et d'autres cultures encore. Donc, en fait, derrière le gréco-bouddhisme, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'helléno-bouddhisme, par exemple ? En fait, ce serait certainement plus approprié parce que, si on voulait être encore plus précis, on a affaire en la matière à ce qu'on appelle la période hellénistique. C'est tout ce qui suit la conquête d'Alexandre le Grand. Donc, Alexandre le Grand, dans le dernier tiers du IVe siècle avant notre ère, donc mène cette épopée à partir de la Macédoine et de la Grèce jusque donc aux confins de l'Inde et ouvre ce qu'on va appeler l'ère hellénistique qui désigne donc les derniers siècles du premier millénaire avant notre ère et auquel succédera en fait la période de l'Empire romain. Mais finalement, c'est pas récent. Il y a beaucoup de personnalités, même ce siècle dernier, qui ont vraiment été attirées. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été initiés. En fait, déjà, le terme lui-même dont on parlait pour commencer, on le doit à Alfred Fouché, qui est donc si on peut dire, le découvreur de ce qu'il appelait l'art gréco-bouddhique. Il avait forgé ce terme en 1905 dans sa thèse restée fameuse pour désigner en particulier l'art du Gandhara, donc de cette région du nord de l'Inde et en fait du Pakistan à l'heure actuelle. Et en fait, donc, oui, il y a eu toujours des personnes qui ont été marquées, fascinées par cette rencontre assez extraordinaire, assez exotique, mystérieuse, énigmatique entre toutes ces cultures, toutes ces religions. Et on peut penser, par exemple, bien sûr, à Rudyard Kipling, le prix Nobel de littérature, le chantre de l'Inde britannique, qui a écrit une nouvelle qui s'appelait L'homme qui voulut être roi, en 1888. Nouvelle qui concerne exactement, en fait, cette région des confins de l'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde actuelle, et qui a fasciné un siècle plus tard John Huston, qui a fait donc un film que certains d'entre nous ont peut-être vu en 1975, donc qui s'appelle L'homme qui voulut être roi, et qui relate en fait l'écho lointain de toute cette histoire. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la dimension géographique ? Vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais j'ai le sentiment qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors en fait, oui, tout est complexe en la matière. On a vraiment affaire à un sujet qui est difficile à vulgariser, ce qui peut-être participe aussi de son mystère justement et de son intérêt, parce qu'il est important, comme on va le voir. Donc pour ce qui est des limites géographiques, on pourrait dire que ça commence dans le monde grec tel qu'on le connaît, donc la Grèce continentale, et encore plus, on pourrait dire la Grèce d'Asie mineure. On oublie parfois que le berceau culturel de la Grèce, c'est la région qui s'appelle l'Ionie, c'est pas facile à dire,
L'-I-O-N-I-E, qui correspond à la région d'Izmir dans la Turquie actuelle. Et que c'est là, par exemple, où on pense que Homère a vécu. Hein, donc, vous voyez, le poète, mythologiquement, voilà, c'est très exactement, fort, ouais. le poète grec par excellence, le père de l'hellénisme. Et c'est la région aussi où serait née la philosophie grecque, les grands philosophes présocratiques, la science grecque. Et donc, dans cette Grèce d'Asie, on a un foyer culturel qui va rayonner et dont en fait, le nom, donc les habitants de l'Ionie, ce sont les Ioniens, va donner le nom qu'on trouve dans les langues de l'Asie pour désigner les Grecs. D'accord. Donc là, on a, je dirais, d'un côté, cet espace du gréco-bouddhisme, le point de départ en quelque sorte, hein, avec la Macédoine dont je parlais tout à l'heure, et puis l'Asie mineure. Et puis, donc, cet élan vers l'Est qui va aller jusque donc, dans ce qu'on appelait autrefois la Bactriane, hein, donc une région qui est aux confins de l'Asie centrale, l'Afghanistan actuel, et puis donc, le nord de l'Inde et le nord du Pakistan. Et même, on pourrait dire que, à cause du rayonnement de ce qui va se passer dans cette rencontre entre la culture grecque et le bouddhisme, les lointains échos vont aller dans des régions très reculées de l'Asie, à travers, par exemple, la diffusion d'innovations doctrinales comme le Mahayana ou d'innovations iconographiques qu'on va retrouver dans toute l'Asie. C'est ce sur quoi nous reviendrons dans la seconde émission. Voilà. Mais alors, en fait, on a le sentiment que les frontières étaient quand même assez poreuses. Enfin, on pense notamment aux gymnosophistes qui ont navigué en fait entre ces deux espaces. Oui, je crois et se sont rencontrés. Oui, ben vous prononcez deux mots très importants. Donc d'abord porosité. Hein. Ce n'est qu'une histoire de porosité, d'hybridité, de métissage, de syncrétisme, comme on dit tout à l'heure. Hein. Donc le mélange, la rencontre, hein, avec tout le mystère des identités qui se croisent, en fait, qui se mêlent et qui s'interfécondent. Hein. On est vraiment dans l'interculturel et l'interreligieux avant la lettre, si on peut dire. Et en effet, le deuxième mot, le mot gymnosophiste, témoigne de cette rencontre, puisque c'est le terme que les auteurs de l'époque, parlant grec, ont forgé pour désigner ces sages nus, puisque c'est ce que ça veut dire littéralement en grec, ou ces sophistes nus que les compagnons d'Alexandre ont rencontrés dans leur mouvement donc à travers l'Empire perse vers les confins indiens, et qui les ont marqués. Vraiment, ces gymnosophistes, donc, ce sont la vision grecque portée sur des yogis, des brahmanes, des jaïns, des bouddhistes. Oui. Voilà, on a beaucoup de mal à savoir qui étaient exactement les gymnosophistes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont laissé un écho dans toute la culture gréco-romaine, y compris très tardivement. Enfin, en tout cas, le nom est resté et donc a suscité des interrogations qui ont duré pendant de nombreux siècles. Et on retrouve aussi cette influence par la langue grecque. Hein. Alors, dans un autre domaine, mais on pense forcément aux édits d'Ashoka, sur lesquels était inscrit justement. Alors, racontez-nous, mais c'est passionnant. Alors là aussi, c'est un des grands noms de toute cette histoire. Donc, l'empereur Ashoka est un des plus célèbres de l'histoire indienne. Il est tellement important, en fait, que quand l'Inde indépendante a voulu se forger une identité, elle a notamment mobilisé certaines parties de ce qu'on appelle les piliers d'Ashoka. Hein. Donc, c'est un souverain de la dynastie Maurya. On est dans quel... Alors, on est aux alentours du IIIe siècle avant notre ère. Donc, Ashoka aurait régné entre moins 270 et moins 230, approximativement. On est toujours dans l'approximation. Et donc, il est resté notamment célèbre, cet empereur indien ancien, parce qu'il aurait été un très grand conquérant. Et après avoir fait une conquête d'une des provinces indiennes qui avait causé beaucoup de massacres, des hécatombes, il aurait eu une prise de conscience et une conversion au bouddhisme. Et donc, les édits d'Ashoka sont autant de textes gravés dans le rocher ou sur ces fameux piliers, ces colonnes, parsemées tout autour de son empire à l'époque, et qui donc témoignaient de sa volonté de mettre en œuvre des hauts standards moraux, d'avoir un règne éthique
marqué par la non-violence, marqué par les valeurs du bouddhisme. Ce qui était novateur. Ce qui était, semble-t-il, novateur, en tout cas de l'affirmer et de l'inscrire ainsi dans la roche. C'est pour ça que donc, ces textes sont parmi les plus anciens de l'histoire indienne, pour ce qui est dans les supports solides. Hein. Et ces textes étaient écrits dans différentes langues, et notamment, certains d'entre eux sont écrits en grec. Et donc là, on a vraiment justement inscrit dans le dur la trace de cette rencontre gréco-bouddhique, puisque Ashoka est l'un des principaux rois de l'histoire bouddhique. Donc, il s'exprimait en grec, ou plus exactement, il y avait dans son entourage des personnes qui parlaient un grec de très bonne qualité, puisque ces textes sont très bien rédigés. Et ces textes, outre leur valeur intrinsèque, évoquent notamment le fait que Ashoka avait envoyé des ambassadeurs ou des missionnaires bouddhistes vers les souverains du monde hellénistique de l'époque, donc les successeurs d'Alexandre et de ses généraux, y compris justement en Macédoine, hein, donc vers l'Égypte hellénistique, qui avait elle-même subi l'influence grecque. Et donc là, on a des traces archéologiques incontestables de cette rencontre, ces échanges, sachant que là aussi, ça fait rêver, ça fait presque fantasmer. C'est-à-dire qu'on se demande qu'en est-il vraiment de ces missionnaires, comment ont-ils été reçus, ont-ils été compris, ont-ils laissé des traces qu'on n'a pas trouvées ou qu'on trouvera un jour peut-être. Enfin, voilà, mais pourquoi c'est important de se poser cette question-là aujourd'hui, de ce gréco-bouddhisme? Alors, je pense que c'est important à de très nombreux égards. Peut-être le plus important, c'est d'abord de mieux connaître l'histoire du bouddhisme, de mieux connaître l'histoire de la Grèce aussi, et donc de ce monde antique dont nous descendons, bien sûr, il y a de nombreuses années, hein, de nombreux siècles, mais en fait, voilà, ce sont nos racines en quelque sorte. Nos racines en tant qu'héritiers de la culture grecque, et aussi nos racines en tant que personne soit adepte du bouddhisme ou intéressée par le bouddhisme. Et aussi le fait que, justement, cette histoire relie Orient et Occident et fait un peu vaciller ces catégories. C'est-à-dire qu'on a tendance justement à penser, par exemple, que les Grecs sont les ancêtres des Occidentaux et on va, nous, en France, ou les Européens, s'identifier à eux, alors qu'en fait, leur identité était déjà beaucoup plus complexe. Les Grecs sont des voyageurs, sont des gens qui circulent, qui ont fondé des colonies dans l'ensemble du monde antique à l'époque. Et donc, il y a quelque chose qui, au fond, relativise nos catégories et n'est pas sans rapport avec le bouddhisme lui-même, en montrant que l'identité, c'est complexe, les identités sont construites, elles ne sont pas stables, elles sont en mouvement, elles sont en interdépendance. Alors, c'est ce que nous allons explorer plus en détail la semaine prochaine. Merci Éric Vincent. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ce beau et passionnant sujet, voici quelques livres. Avec tout d'abord Le bateau de Palmyre, quand les mondes anciens se rencontraient, de Maurice Sartre aux éditions Taillandier. À partir de textes, vestiges archéologiques et inscriptions, Maurice Sartre raconte les premières rencontres des différents continents, révélant à nos yeux la naissance d'un monde unique et soulevant des questions essentielles pour connaître l'étendue et l'intensité des relations entre les grandes civilisations. Le lecteur découvre avec délice un monde méconnu. Les rapports de l'Inde et de l'Occident des origines au règne d'Ashoka, de Bernard de Gives, publié par Les Indes savantes. Ce moine catholique belge reprend ici les textes classiques qui témoignent des relations anciennes et profondes, commerciales, culturelles, religieuses et politiques, qui ont depuis toujours lié l'Inde à la Perse et par-delà à la Grèce et au Moyen-Orient. La rencontre du bouddhisme et de l'Occident, du cardinal Henri de Lubac, aux éditions du Cerf, dont un chapitre important est consacré au thème de notre émission. Ce livre embrasse l'histoire de la connaissance du bouddhisme en Occident depuis ses premières mentions dans l'Antiquité jusqu'au projet scientifique du XXe siècle. Et enfin, vous pouvez retrouver Sagesse bouddhiste, le mag numéro 17, intitulé « Changer l'effondrement des certitudes », une notion centrale du bouddhisme, particulièrement utile en ces temps d'inquiétude. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec notre invité pour la suite de cette émission consacrée au gréco-bouddhisme. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur France 2 pour la seconde partie de nos émissions consacrées au gréco-bouddhisme. Nous avons pu voir la semaine dernière de quoi il s'agissait exactement. Nous allons approfondir aujourd'hui cette question en nous attachant aux différentes manifestations et influences du gréco-bouddhisme. Il semblerait par exemple que cet art ait pour origine le maintien, après l'effondrement des dernières dynasties hellénistiques, de certains groupes de culture et de langue grecque. De nombreuses communautés monastiques bouddhiques
s'étaient depuis lors installés dans cette région et ont donné progressivement naissance à un répertoire pictural et iconographique commun. Mais ce n'est pas tout. Cette influence aurait été aussi religieuse, philosophique et littéraire, entre autres. Alors que savons-nous exactement aujourd'hui de la rencontre entre ces deux civilisations? Que nous disent les images du Bouddha et d'autres bodhisattvas de l'époque? Qu'en est-il de l'émergence du Mahayana? Quelles peuvent être ses racines communes avec le christianisme? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant, journaliste, spécialisé sur le religieux, le spirituel et la laïcité. Thématique que vous enseignez notamment à l'Institut d'études bouddhiques et à l'Institut catholique de Lille. À Sciences Po, vous êtes responsable d'Emouna, l'Amphi des religions, programme de formation interreligieuse et laïque. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Éric Vincent, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement qu'est-ce que le gréco-bouddhisme? En fait, le gréco-bouddhisme, donc, c'est la rencontre de l'hellénisme, donc la civilisation grecque, et du bouddhisme ancien en l'occurrence, donc proche de sa naissance, aux alentours du IVe siècle avant notre ère. Et donc la longue fécondation, qui a duré presque 1000 ans, entre ces influences, et qui donc s'est passée en Asie centrale et aux confins de l'Inde, du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. Alors, comment est-ce qu'on peut noter ces influences au niveau iconographique? Alors, c'est l'un des domaines où l'influence grecque sur le bouddhisme est la plus nette, à travers notamment l'émergence de la figure anthropomorphe du Bouddha. C'est-à-dire que avant cette rencontre, il n'y avait quasiment pas de représentation humaine, physique du Bouddha, qui était représentée à travers la roue du Dharma, par exemple, ou l'empreinte de ses pas, ou encore un trône vide au pied de l'arbre de la Bodhi. Et donc, à partir du 1er siècle de notre ère, approximativement, on commence à voir émerger des représentations du Bouddha assis ou debout, et qui semblent marquées par l'influence d'images, le style iconographique grec, à travers notamment les drapés, par exemple, les drapés des toges, en fait, ou encore certaines attitudes, par exemple la station debout, ou encore la position des mains. Et donc là, on a quelque chose d'extrêmement important, puisque, au fond, toutes les images du Bouddha que nous connaissons aujourd'hui, qui ont marqué toute l'histoire de l'Asie, l'histoire du bouddhisme dans tous ces pays du nord et du sud de l'Orient, eh bien, découlent en quelque sorte de ces premières images marquées par l'influence gréco-bouddhique. Mais ce n'est pas uniquement le cas du Bouddha, il y a aussi les bodhisattvas qui sont très marqués. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit aussi le lien entre l'iconographie et, je dirais, la doctrine elle-même, enfin, le vécu du bouddhisme lui-même, sa compréhension, sa mise en œuvre, puisqu'en effet, il y a certaines figures très importantes dans l'émergence de ce qu'on va appeler le Mahayana, donc le grand véhicule, qui apparaît probablement dans ces régions aux alentours du 1er siècle de notre ère. Et donc, on voit par exemple que les rois comme Ménandre ou d'autres étaient représentés sur des pièces avec, par exemple, le titre en grec de sauveur, donc un homme qui est un sauveur. Et il n'est peut-être pas impossible que cette idée ait cheminé dans le contexte d'interculturalité qui caractérisait ces régions jusqu'à se concrétiser à travers l'image du bodhisattva. La dimension iconographique, la dimension doctrinale, la dimension spirituelle, la dimension politique aussi, puisqu'on parlait des rois, de l'influence des rois. Tout ça se rassemble et ce Mahayana a conquis en particulier d'abord l'Asie centrale, et puis après la Chine, et puis encore par la suite la Corée, le Japon, les régions himalayennes, bien sûr. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une sorte d'influence lointaine mais essentielle dans le développement du bouddhisme. Essentielle absolument dans l'histoire du bouddhisme, et aussi on peut dire dans l'histoire de l'humanité à travers cela. Il y a un autre exemple fameux, c'est par exemple l'émergence du Bouddha Amitabha, donc le Bouddha qui est vénéré dans toutes les formes dites de la terre pure, qui sont si importantes notamment en Chine et au Japon, et qui semblerait pour une part aussi apparaître dans ces régions, et cette fois à travers l'influence non seulement grecque, mais peut-être aussi persane, puisque comme on l'a dit, le gréco-bouddhisme, c'est aussi l'influence perse, l'influence des cultures bactriennes, par exemple, ou des cultures des steppes,
Il y a un faisceau d'influences qui se rassemblent et qui, en effet, ont marqué le bouddhisme de façon considérable. Alors, concernant toujours ce domaine de l'iconographie, Éric Vincent, on a découvert aussi des images, une sculpture, je crois même, où l'on trouve Bouddha à côté d'Héraclès. On considère que c'est probablement le Bodhisattva Vajrapani, qui a une fonction un peu de protection, on pourrait dire, à l'égard du Bouddha, qui a été représenté dans cette région indo-grecque, sous les traits justement du demi-dieu Héraclès, Hercule, le fils de Zeus, tenant une massue, qui est son attribut familier. Et cette massue pourrait avoir influencé, à long terme, l'apparition de l'image habituelle du Vajra, donc du dorje en tibétain, donc le diamant foudre, cette arme mythique qui est l'arme d'Indra dans les textes anciens de l'Inde. Et donc là, on voit en effet comment on est dans cette hybridité des formes et du sens. Alors, on décèle aussi l'influence dans la philosophie, notamment la philosophie grecque. On peut établir des parallèles entre, et même dans la forme, à travers le dialogue. Le fait est qu'il y a un texte extrêmement important qui s'appelle le dit de Milinda, le Milindapana, qui est dans le canon pali, donc dans le corpus sacro-saint au cœur. On est au cœur des textes saints bouddhiques. Et ce Milindapana, en fait, décrit le dialogue entre un roi indo-grec, le plus important des rois indo-grecs, dont le nom grec est Ménandre, mais dont le nom indien est Milinda, et un sage bouddhique de l'époque, donc nommé Nagesena. Et donc, on voit que dans cette forme dialoguée, on a une sorte d'écho, en quelque sorte, certes des sutras, où on voit des dialogues, mais aussi de la forme, je dirais, initiale de la philosophie grecque, à travers en tout cas les dialogues de Platon. Donc là, on est vraiment dans cette interculturalité. Mais on retrouve aussi cet écho, notamment entre Pyrrhon et Nagarjuna. Enfin, souvent, on a comparé ces penseurs. Oui, il y a d'autres exemples, en fait, d'autres occurrences. On sait que dans l'armée d'Alexandre, il y avait des philosophes, ou des hommes, en tout cas, qui par la suite ont été reconnus comme tels. Et vous avez cité Pyrrhon, donc, qui est l'un des plus connus, donc qui à l'époque était un jeune homme quand il a fait les campagnes orientales d'Alexandre, mais le peu qu'on sait de lui, à travers notamment le témoignage bien ultérieur de Diogène Laërce, c'est qu'il avait été fortement marqué par la rencontre des gymnosophistes, donc de ces sages nus de l'Orient, lors de cette expédition vers l'Asie. Et donc Pyrrhon, le père de ce qu'on appelle le scepticisme, aurait pu en effet subir une influence de sages. Alors, sont-ils jaïns, sont-ils hindous, sont-ils bouddhistes? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, il y a cette influence dans un sens, si on peut dire, et après, il y a une influence dans un autre sens, à savoir que Pyrrhon, on est aux alentours du IIIe siècle avant notre ère, début du IIIe siècle, alors que Nagarjuna, qui est le grand penseur du Mahayana, vers le 1er, 2e siècle de notre ère, il est très difficile à situer dans le temps, mais c'est à peu près ce qu'on dit en général, eh bien, Nagarjuna a des positions aussi qui ont été souvent rapprochées du scepticisme. C'est-à-dire, donc il y a une vraie réciprocité, finalement. Réciprocité, écho. Il y a un écho entre ces philosophes qui sont, bien sûr, à quelques siècles de distance. Mais quand on lit les textes des uns et des autres, en tout cas, on n'a pas de texte de Pyrrhon en particulier, mais quand on lit les témoignages sur Pyrrhon et sur ses disciples, et en particulier un de ses principaux disciples qui s'appelle le Sextus Empiricus, qui est là beaucoup plus proche dans le temps que Nagarjuna, eh bien, on a vraiment une proximité, une similitude tout à fait frappante. Alors, cette similitude, elle n'existe pas uniquement dans le domaine de la pensée, il y a aussi une dimension très pratique. Et là, je pense au monachisme, donc il y a en fait cette organisation de communauté entre moines. Racontez-nous, Éric Vincent. Alors, en fait, oui. Parce que ça nous amène finalement, on y va d'emblée, mais à lier le christianisme et le Mahayana. Disons que parmi les échos essentiels de cette rencontre antique, énigmatique et exotique qui nous fait rêver, eh bien, il y a en effet cette influence possible du monachisme bouddhique, puisqu'on sait que c'est dans le bouddhisme ancien que la forme monastique a vraiment pris sa naissance, en quelque sorte, pris son essor, et bien une influence de cette forme monastique
De l'autre côté de l'espace, en fait, de l'Empire perse et puis d'une partie de l'Empire romain, donc vers l'Occident et vers la Méditerranée, vers la Palestine, vers l'Égypte, où, en effet, d'abord sont apparus des pères du désert, et puis par la suite, donc, les premiers moines chrétiens. Et certains chercheurs ont imaginé qu'il pouvait y avoir en effet une sorte de connexion. On sait par exemple qu'à Alexandrie, en Égypte, donc cette capitale du monde hellénistique, eh bien, il y avait des bouddhistes. Ils n'étaient peut-être pas très nombreux, mais on est quasiment sûr qu'il y avait peut-être quelques représentants du bouddhisme. Et donc, voilà, parmi donc, les racines du monachisme chrétien, il n'est pas impossible qu'il y ait eu une influence du monachisme bouddhique. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission, mais je crois que c'est important de revenir sur le fait que ces identités sont mouvantes, poreuses, encore une fois. Oui, tout à fait. Et que c'est important aujourd'hui d'en parler, mais aussi pour cette question de protection du patrimoine de l'humanité, parce qu'on sait très bien, malheureusement, qu'en Afghanistan, on l'a vu avec les Bouddhas de Bamiyan, voilà, il y a vraiment des choses à prendre en considération et à protéger. Tout à fait. C'est un patrimoine donc, qui est très important, j'allais dire, pour les bouddhistes, bien sûr, parce que c'est leur histoire. Pour nous tous, parce que c'est aussi notre histoire à travers la question de l'influence grecque. C'est l'histoire de l'humanité, en effet, le patrimoine de l'humanité, comme vous l'avez dit. Et c'est un patrimoine en péril, en danger. Il a été menacé, en effet, par les destructions liées au fanatisme religieux, en l'occurrence celui des talibans. Et les choses ne sont pas forcément assurées aujourd'hui, même si les principales destructions ont eu lieu il y a quelques années. Il y a aussi la question des pillages pour des raisons commerciales, pour le pillage d'œuvres d'art, d'antiquités. Il y a aussi la question des grands travaux, par exemple. On sait que dans ces régions, il peut y avoir des grands travaux hydrauliques, par exemple la construction d'un barrage qui va noyer toute une région où des vestiges étaient présents ou pouvaient être encore découverts. Donc, en effet, on a affaire à quelque chose qui est fragile, qui est très important. Et j'allais dire, là aussi, ça résonne avec l'enseignement du bouddhisme, ce caractère éphémère, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces témoignages sont essentiels pour comprendre d'où nous venons, et en même temps, ils s'effacent peu à peu avec le temps, du fait de l'impermanence. Merci, Eric Vincent. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture que nous vous proposons. Art et civilisation de l'Orient hellénisé, par un collectif d'auteurs aux éditions Picard. 29 éminents spécialistes traitent de la question du passage de l'Orient hellénistique à l'Orient hellénisé. Du règne d'Alexandre le Grand aux Sassanides, ces chercheurs explorent la manière dont la dynastie perse prend le contrôle du Proche-Orient à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Pakistan, terre de rencontre, les arts du Gandhara, édité par la Réunion des musées nationaux, sous la direction de Pierre Cambon. Un ouvrage richement illustré qui emmène le lecteur sur les traces d'Alexandre le Grand, toujours lui, aux portes du sous-continent indien, le pays du Bouddha. On y retrouve de nombreuses œuvres dites gréco-bouddhiques, caractéristiques du Gandhara, cet ancien royaume sous influence helléniste, qui correspond donc aux provinces du nord-ouest de l'actuel Pakistan. Et enfin, Nagarjuna et la doctrine de la vacuité de Jean-Marc Vivenza, publié chez Albin Michel. L'auteur nous présente avec talent ce maître bouddhiste du IIIe siècle, originaire d'Inde, renommé pour être le fondateur de l'école philosophique dite du milieu. Le rayonnement et l'immense influence de sa pensée lui permettent d'occuper aujourd'hui une place de premier ordre à l'intérieur du bouddhisme mahayana. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée. Merci encore pour votre fidélité.